Monsieur Sami Mankoto, bonjour. Bonjour. Mais vous êtes une bibliothèque mémoire dans le monde de la conservation. Alors, comment est-ce qu'on peut résumer votre personnage et ainsi que votre carrière dans ce domaine? Personne ordinaire, mais qui a des convictions dans le domaine de la conservation de la nature, parce que, en fait, j'ai grandi dans ce domaine-là. Je suis ingénieur agronome des régions tropicales avant d'aller faire mes études de maîtrise à l'Université Laval au Canada. Et je faisais des missions de terrain envoyées par le docteur Jacques Verschuren quand j'étais jeune étudiant agronome pendant les vacances d'été. Et la première mission, il m'a envoyé à la grotte de Mbanzangungu, Taysville, aller voir les poissons aveugles, Secobarbus gestri, et lui faire rapport. Je suis allé, et au retour, j'ai fait rapport, j'ai vu les poissons aveugles, à la grotte de Taysville. J'étais accueilli par l'administrateur du territoire. Et à l'époque, l'Institut des parcs nationaux du Congo dépendait de la présidence de la République. Donc, ils avaient beaucoup de moyens. Aussitôt dit, aussitôt fait, le directeur général a décidé, et puis il a envoyé Soumata qui a acheté une Jeep Suzuki pour que je fasse la mission avec le chauffeur Jackson. Et nous sommes allés en Mbanzangungu, j'avais comme frais de mission 5 000 Zaïre ou 5 000 francs, je me rappelle, beaucoup d'argent. J'arrive à Mbanzangungu, les administrateurs du territoire me soient bras ouverts, et les pauvres, ils n'avaient même pas un vélo. Alors moi, je l'ai pris dans ma Jeep et nous sommes allés à la grotte Randour. Il y a deux grottes. La grotte Tordeur, c'est la grotte Anguano. C'est une grande grotte avec les chauves-souris qui viennent déposer leurs excréments. Et ce sont des excréments riches pour l'agriculture. C'est une grotte touristique. Mais la grotte Randour était à 1 kilomètre plus loin, une grotte plus trapue. Et avant d'y rentrer, nous avons acheté des makasu, des nsamba, parce que les vieux du coin doivent faire des libations. Et puis vous rentrez dans cette grotte, peut-être parfois courbée, parfois vous élevez, l'eau aux genoux, aux jambes, et avec des torches. Il ne faut pas se perdre parce qu'il y a des ramifications dans la grotte. Mais les villageois, ils connaissent ça. On a marché, je crois, 1 heure, mais en fait, on n'a même pas fait 1 kilomètre. Ça a pris au moins 1 heure et on est arrivé. Il y a une crevasse avec une échelle, une vieille échelle qui descendait. Et les villageois m'ont dit, voilà chef, voilà les poissons aveugles. Ah, j'étais déçu. Moi, je m'attendais à des grosses silures comme ça, c'était des petites sardines comme ça, petits. Et ils n'ont pas Dieu, effectivement. Hein. La fonction crée l'organe, comme disait enfin, un savant qui avait de la fonction crée l'organe. Puisqu'ils n'utilisent pas leurs yeux pour voir, alors les yeux se cicatrisent et finalement, ils développent des lignes sensorielles pour voir où vient le danger. Dès que vous touchez l'eau, les ondes partent comme ça, ils disparaissent dans les crevasses. Au retour, j'ai fait mon rapport et le docteur Jacques Verschuren était en vacances, en congé, il arrive, il m'a félicité, il m'appelait Secobarbus gestri. Et j'étais à la dernière année d'ingénieur agronome, région tropicale, et voilà, je termine avec grande distinction. Et les principes, je crois même au Congo, les étudiants qui finissent avec distinction, grande distinction, d'office affectés à l'assistanat pour devenir des professeurs. Et donc j'étais affecté avec feu mon collègue Muzinga, lui il avait une distinction, moi grande distinction, et on faisait la zootechnie. Nous voilà envoyés à Yangambi. Le président Mobutu venait de décider de transférer la faculté d'agronomie à Yangambi. Et nous sommes partis avec les Libumundunda, on nous a débarqué à Kisangani, nuitamment à Yangambi à l'INERA. On avait de belles villas à l'époque. Moi, une villa à Muzinga, le professeur Mafouila Mbona, notre directeur de département de bromatologie. Et voilà, je commence l'assistanat, mais ça prend du temps.
les étudiants et les professeurs, on n'est pas payé, on n'est plus étudiant, on n'a pas de bourse, on n'est pas encore professeur, on n'est pas mécanisé, donc on n'a pas de salaire. Alors le directeur nous fait des avances. Ah, la vie était pas si facile. Hein? Et voilà, un jour, nous revenons de Lusambila et je regarde dans ma boîte aux lettres un télégramme qui vient de Kinshasa. Prière, regagner Kinshasa, présenter à l'agence Air Zahir à Kisangani, retirer votre billet d'ordre du directeur du bureau. L'Institut des parcs nationaux du Congo dépendait de la présidence via le directeur du bureau, Bisengimana Rwema, un directeur du bureau connu à l'époque. Et lui, il avait demandé, alors Verschuren me cherchait. Il dit, mais où est parti le jeune Mankoto? Et son assistant, le directeur général adjoint, Gaurani Tanganyika, qui était notre professeur professeur assistant de biométrie à Lovanium, il me dit, ah, je crois que Samy est parti à Kisangani. Il a fait grande distance, il est parti. Attends, je vais vérifier. Il vérifie, effectivement. Et voilà le directeur général qui va voir le docteur Mwemangoy Toka, qui était en fait les conseillers. Bon, il y avait le directeur du bureau, hein, mais il y avait les conseillers pour chaque département. Et les conseillers qui faisaient la liaison avec l'Institut des parcs nationaux, c'était docteur Ngoyi Mwema Toka. Eh bien, le directeur du bureau l'a instruit pour... il a utilisé l'effet du prince. Effet du prince. C'est l'État qui vous dit de partir à l'assistanat. Vous ne pouvez pas refuser. Mais l'État aussi peut retirer cette obligation pour une autre affectation. Et c'est comme ça que moi, je suis revenu à Kinshasa. Muzinga a été catastrophé, puisque nous étions deux. Et lui, plus tard aussi, il ira à l'INERA. Il abandonnera l'assistanat, il ira à l'INERA. On l'affectera à l'INERA Bukavu. Et moi, je reviens à Kinshasa. Le docteur Verschuren m'affecte à Lulimbi, à la station scientifique de Lulimbi, avec une équipe belgo-congolaise, belgo, c'était une équipe belge, coopération belge, à Lulimbi. Il y avait docteur Willy Delvin. C'est là que j'ai connu Willy Delvin. Jean-Pierre Duhard, Van Gezel, il était pédologue. Et c'est là que j'ai commencé mes ABC comme chercheur, jeune chercheur. Et alors, on faisait la dynamique des populations des hippopotames. Les hippopotames étaient nombreux au parc des Virunga. Alors, il fallait compter parce qu'ils broutent l'herbe. Hein. Ils peuvent manger jusqu'à 20 kilos d'herbe la nuit, hein, avec les petits, si tout cela un petit. Donc, il y avait comme des patchs dénudés. Donc, alors, il fallait les compter pour calculer la dynamique des populations, parce que s'ils deviennent trop nombreux, ils vont détruire l'habitat. Et la coopération belge avait mis les moyens. C'est Delvin qui gérait ça. Et on avait un ULM, un petit avion Piper Cup, qui volait à 80 mètres. Hein. C'est Delvin qui conduisait. Et alors, on devait compter les hippopotames. Le long du lac Édouard, le lac entre nous et l'Ouganda. Le lac Albert, c'est au nord. On comptait les hippopotames. Et moi, j'ai pris des photos, clac, 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 avec l'appareil Hasselblad. Nous sommes là, je parle, nous sommes en 74, j'ai terminé en 73, 74, 75. Je prends des photos avec cet appareil. C'est l'appareil que Neil Armstrong a utilisé sur la Lune, Hasselblad. Très perfectionné à l'époque. On prenait des photos et puis on venait au laboratoire. Il y avait un laboratoire à Lulimbi. On lavait les photos et on comptait les hippos au binoculaire. Tac, 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 tac. Et alors, parfois, on voyait des cercles, des cercles comme ça, autour de l'hippopotame maman. Ça, c'est le bébé. Parce que comme l'avion vole à 60, 80 mètres, c'est pas beaucoup,
et le son arrive, avant que l'avion arrive au-dessus de l'hippo, le petit plonge. Et quand il plonge, ça fait des cercles comme ça. Ah, c'est un bébé. Ah, c'est 2 bébés. Et après, on revenait la nuit, hein, parce que l'hippopotame, il a l'habitude, le jour, il est dans l'eau, la nuit, il sort. Et là, on venait les compter, on prend une section randomisée d'1 kilomètre et on comptait à vue nue, à binoculaire. Et on revenait au labo, on corrigeait. Parce que l'avion, en passant au-dessus du lac, a une vue plongeante. Mais l'observateur à pied, il doit regarder comme ça, il y a des hippos qui peuvent lui échapper. Et on compte, on corrige l'écart type, et on connaît le nombre des hippos. Alors, le long des rivières, les rivières serpentent comme ça, l'avion rate des hippos. Mais l'observateur au sol, il voit mieux les hippos. Et on corrige dans l'autre sens. Et c'est comme ça qu'on avait dit, si la population continue comme ça, ils seront à 30 000 dans les années 97, 95, 2000. Là, on était en 74, 73, 74. Et il y avait une population de l'ordre de 19 000 et on pouvait atteindre 30 000 hippopotames. En ce moment-là, il y aurait eu crise. Alors, le parc de Virunga se prolonge de l'autre côté après Ichacha. Ma maison en terre était là, le long de la rivière Ichacha qui sépare le Zaïre et l'Ouganda. Et là, c'est un parc, Queen Elizabeth National Park. Il y a aussi des chercheurs à Makerere. Donc, on communiquait. Et là, les Ougandais avaient décidé de faire le cropping. Il y avait trop d'hippos, donc il faut éliminer une partie. Mais du côté zaïrois, congolais, on faisait la conservation intégrale. N'y touche pas. Eux-mêmes vont se réguler entre eux. Donc voilà, c'est comme ça que je suis rentré dans le système de la conservation. Ça m'a donné goût. Et puis après, j'ai eu cette bourse de la FAO, si j'allais faire ma maîtrise au Canada. Oui. Effectivement, dans ce parcours, vous avez été témoin de plusieurs initiatives, de plusieurs programmes, projets qui se sont mis en œuvre dans le cadre de la conservation dans le bassin du Congo, en Afrique, et ainsi qu'avec l'appui d'un certain nombre de partenaires. Et l'un des programmes les plus saillants, c'est le programme ECOFAC. Alors, mais comment est-ce qu'on en arrive là? Alors, ECOFAC. Là, nous sommes au début des années 90. Alors, en ce moment-là, je suis déjà PDG de la conservation de la nature, de l'IZCN, qui est maintenant l'ICCN. Parce qu'après mes études au Canada, je suis revenu au pays, j'ai été directeur scientifique et technique à l'Institut zaïrois pour la conservation de la nature, et après conseiller du ministre, et de là, je suis nommé PDG en 85. Alors, ma nomination tombe au moment où il y avait une crise de disparition des rhinocéros blancs du Nord à la Garamba. C'est une espèce rare qui s'était répandue au niveau de l'Ouganda, Soudan, RCA, Nord-Cameroun. Et dans ces pays, l'espèce était éteinte. Et il restait 11 rhinos à la Garamba. Et en 1984, à Madrid, le congrès mondial de l'UICN, à l'époque c'était l'Assemblée générale, prend une résolution d'aller voir le président Mobutu pour capturer les 11 rhinocéros blancs du Nord pour les envoyer aux États-Unis où un Américain avait mis 750 000 $ de fonds dans son ranch là-bas pour élever ces rhinocéros, sinon l'espèce allait disparaître. Il restait quelques individus, je crois, je ne sais pas, c'était 7 ou 8 aux eaux de, pas Yougoslavie, Tchécoslovaquie. Il en restait 2 ou 3 à Anvers et à Londres. Donc c'est des espèces qui sont expatriées depuis longtemps, qui étaient vieilles. Donc, et une délégation arrive à Kinshasa, conduite par le premier secrétaire général de l'UICN, à l'époque l'UIPN, l'Union internationale pour la protection de la nature, comme ça s'appelait. Ça s'appelait professeur Jean-Paul Arroy. Il arrive avec le professeur Kekure Lindal, qui a travaillé à la Garamba, Charles Maki, qui était le chef du projet Garamba,
et Jeff Sayer, qui était de l'UICN, projet Forêt. Ils viennent voir Mobutu, et le Mobutu dit, écoutez, moi je viens d'être décoré par le prince Bernard, commandeur de l'ordre de l'Arche d'Or, donc je ne peux pas autoriser que vous partiez avec tous les rhinos. Venez avec vos 750 000 $, nous aussi on va en mettre, et on va sauver les rhinos in situ. Et le professeur Aroy, intérieurement, il était content parce qu'il n'était pas d'accord avec cette mission. Il a dit ça après. Moi, je n'étais pas à cette audience, c'est le ministre Njoli d'heureuse mémoire qui était parti à cette audience avec, chez le président. Et donc, alors, il commence une négociation. Le professeur Aroy dit, mais, Excellence, Monsieur le Président, alors, comme ils sont 6 femelles, 5 mâles, nous prenons 3, 2, et on vous laisse le reste. Comme ça, vous avez une sécurité aux États-Unis. Si un jour l'espèce disparaît, alors comme ça, les élèves qui seront nés là-bas, c'est à vous. On signera un contrat. Ce sont les biens du Zaïre. Le président dit non. On fait la lutte anti-braconnage à la Garamba. Ça, c'est fin 84. Et le 17 novembre, le 17 avril 85, donc quelques mois après, votre serviteur est nommé PDG de l'IZCN. Ah. Et alors, mes collègues PDG se moquaient de moi et disaient, Samy, ta nomination là, PDG de l'IZCN, c'est sauver les rhinocéros blancs du Nord et Samy Mankoto. Je dis comment? Il dit, ben oui, le président fondateur prend un engagement devant la communauté internationale et te charge de lutter contre le braconnage pour sauver les rhinos. S'ils n'arrivent pas, eh bien, tu vas disparaître avec les rhinos. Mais enfin, c'était la belle histoire. Mais bon, disons que j'ai eu la chance. Le président avait mis des moyens, ça c'est vrai. On a eu des jeeps pour la Garamba, pour les Virunga, ça c'est vrai. Le président avait mis des jeeps et des véhicules, tout ça. Et je suis allé voir mes collègues à l'UNESCO. Parce que c'était un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. J'ai été voir le docteur David Kabala Matuka, d'heureuse mémoire. Il était à l'UNESCO. Il dit, David, il faut m'aider. Et l'UNESCO nous a donné aussi un financement pour équiper les gardes. Et on a commencé la lutte. Il y a eu la fondation Frankfurt Zoological Society, du professeur Dr. Jimek. Et il y a eu Marcus Borner, qui est venu avec son avion ELM. Il y a eu des Motorola à l'époque, ce n'était pas des portables, c'était des Motorola comme ça, pour les gardes. Et la population se disait, ah, attention, garde, il n'y a pas, tonton Makout, ça y est. Ils ont des tonton Makout, il ne faut plus rentrer dans le parc. Allez, on a fait la lutte contre le braconnage. Et les rhinos, qui étaient au nombre de 11 en 1984-85, quand j'ai quitté le Zaïre pour l'UNESCO en 95, et ils étaient à 32 effectifs. 32. Ils se sont multipliés. C'est une espèce qui se multiplie difficilement. Hein. Un bébé tous les 3-4 ans. Mais j'ai laissé de 11 à 32. Et moi, je suis parti à l'UNESCO. Voilà. Ça, c'est un peu... Alors, je dis ça parce que, entre-temps, j'ai fait la connaissance d'Enrico Pirogno. Parce qu'Enrico Pirogno, de l'Union européenne, il est venu à Kinshasa et quelqu'un me l'a présenté, je ne sais pas si c'était Jean-Pierre Duard, et il a dit, tiens, on veut coopérer avec vous aider. Et comme ça, j'ai eu le projet appui à la restructuration de l'ICCN, financé par l'Union européenne et par la Banque mondiale dans le cadre du projet Forêt et Environnement. Voilà comme ça mes liens avec Enrico Pirogno se sont tissés. Et alors c'est Enrico Pirogno, le concepteur de l'idée du programme ECOFAC, Afrique centrale. Et c'est comme ça qu'il m'a embarqué. Et j'ai été parmi les tout premiers. Je ne suis pas le seul, hein. Il y avait des collègues du Gabon, du Congo, je me rappelle d'Nkama, qui était l'ordonnateur régional, avant fait la première réunion à la Lopé pour monter le montage du projet à la Lopé. C'était en début, fin 91, 91, début 92. Et en 92, le programme est lancé à Brazzaville par le décret, la déclaration de Brazzaville, qui a été signée par les chefs d'État dont j'ai parlé tout à l'heure.
Et voilà comment votre serviteur s'est embarqué dans cette belle aventure. Et c'est quoi justement l'objectif de ce programme quand on décide de le mettre en œuvre sur le plan régional? Bon, le programme a été conçu peu avant Rio. Rio, c'est juin 92, hein? Et donc l'Union européenne avait un peu d'avance avec l'idée du programme ECOFAC. Après, donc, ECOFAC, le programme a été même présenté à Rio, hein, avec cette mission. Bon, ça, c'est Enrico qui me racontera ça après. Le ministre Njombo était là-bas pour présenter le programme ECOFAC, les idées du programme ECOFAC avec Enrico à Rio en 1992. Et en 1992, naissent des conventions internationales. Convention sur la lutte contre les changements climatiques, convention sur la diversité biologique. Alors il y avait convention sur les forêts que l'Afrique voulait. Le Brésil n'en voulait pas. La Malaisie discutait. Mais finalement, les Nations Unies ont adopté l'agenda 21 et les principes de gestion pour la forêt. Forum pour la forêt. Donc voilà. Donc c'est dans cette foulée-là que ECOFAC a été lancé. En même temps, il y avait une prise de conscience beaucoup plus développée des questions d'environnement par rapport à la première conférence des Nations Unies sur l'environnement qui s'est tenue en 1972 à Stockholm. Là, c'était une conférence, le sommet de la Terre. Il y avait 101 chefs d'État et presque tous les chefs d'État africains étaient à ce sommet de la Terre, avec les 3 conventions qui ont été lancées et quelques mois après, la convention sur la lutte des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Donc 4 conventions qui se sont lancées dans la foulée. Alors une meilleure prise de conscience maintenant au niveau mondial. Et donc en Afrique centrale, c'était les chefs d'État qui ont signé cette déclaration. C'est cette déclaration qui a donné du punch au programme ECOFAC. Mais il faut reconnaître aussi à chacun son mérite. Quelques années auparavant, en 1989, le Cameroun avait fait signer la déclaration des chefs d'État de Yaoundé sur la conservation de la nature, conservation de la biodiversité encore là. Et cette déclaration de Yaoundé a été validée par l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc on avait des instruments tant au niveau national, au niveau régional, tant au niveau international qui permettaient donc la mise en place de ce programme. Et dire que les chefs d'État, les ordonnateurs nationaux du FED dans les pays, quelque temps avant ECOFAC, avaient lancé dans le cadre du, je ne sais plus quel FED, enfin ils avaient dit 30%, ça c'est les ordonnateurs nationaux au cours d'une réunion avec l'Union européenne, ils ont décidé que 30% des ressources du FED devraient être affectées à la conservation des forêts et des ressources halieutiques. C'est ça la chance qu'ECOFAC a eue, c'est des décisions qui étaient prises au plus haut niveau. Tu vois, chez nous en Afrique, on aime toujours, l'exemple vient d'en haut. Les autres disent non, l'exemple c'est bottom-up. Mais en Afrique, nous aimons top-down. Quand c'est les chefs d'État, alors c'est bon. Ça descend parce qu'on a des forces et la communauté internationale aussi respecte, ils voient qu'il y a une appropriation au niveau du sommet. Donc, ce sont ces conjonctions de facteurs qui ont fait que le programme a bien démarré à Brazzaville. Effectivement, dans le cadre de la mise en œuvre, ce programme s'est beaucoup focalisé autour de la conservation des parcs et autres. Bon, quand elle arrive, est-ce qu'il y a une réelle problématique autour de la gestion ou autour de la conservation dans les pays bénéficiaires de par votre expérience, déjà en tant que gestionnaire des parcs, y a-t-il un plus que ce projet apporte? Oui, mais ça a pris du temps, 30 ans. Un enfant est né, a grandi, il est marié, elle a même un bébé. Donc, c'est progressivement. Au début, effectivement, on peut couper l'ECOFAC en 3 grandes phases. Les premières phases, ECOFAC 1, 2, c'était des phases d'inventaire scientifique, de connaître la ressource, l'habitat, les espèces, les étudier, les compter. Tu vois? Et puis ECOFAC 2 arrive avec le principe de gestion, utilisation des outils de gestion,
SMART, PAMET, pour un meilleur établissement des plans d'aménagement et de gestion. Et puis, ECOFAC phase 3, c'est maintenant, il y a les populations locales, on fait comment? Si on les néglige, eh bien, ils rentrent dans le parc, on a des problèmes. Il faut voir comment, et puis au niveau international, des conventions qui sont aussi adoptées comme la convention sur le meilleur partage des ressources naturelles, des revenus. Et ECOFAC intègre ça aussi dans sa dynamique. C'est comme ça qu'on passe du simple comptage de biloulou, comme on dit, à un programme qui devient un programme qui s'occupe de l'aménagement du territoire, des zones tampons, des activités génératrices de revenus et le partage des revenus avec les populations. Et donc, et maintenant, ça évolue encore beaucoup plus. Vous avez vu, à cette célébration du 30 ans d'ECOFAC, il y a beaucoup de thématiques qui n'étaient pas là il y a 30 ans. Droits de l'homme dans les parcs, les genders, les femmes. Donc, des nouveaux dynamiques sont en train de booster le programme, et le programme ne peut pas rester à l'écart de tout ça. Donc, on a pris en compte, comme vous avez vu, des résolutions qui ont été prises, des nouvelles thématiques qui sont rentrées. Alors, il faut dire aussi que ECOFAC a lancé d'autres activités, programmes qui ont permis de consolider sa propre initiative. En 2000, on s'est réunis à Yaoundé, on réfléchit suite à une étude, une prospective, comme a dit le professeur Baudouin-Michel, était dans cette étude prospective. Elle dit, les administrations se rencontrent, parlent, mais les aires protégées ne sont pas en réseau. Et d'où la proposition de créer un réseau des aires protégées d'Afrique centrale, le RAPAC. Donc je souligne que vous avez été président du conseil d'administration de ce réseau pendant pratiquement 5 ans lors de la phase ECOFAC 5. Exactement. Oui, votre serviteur a été président du RAPAC pendant 10 ans, de 2003 à 2013. Oui. Et vous en êtes ambassadeur? Oui, maintenant je suis ambassadeur du RAPAC. Mais le premier président, c'était professeur Pierre Pfeffer. Pierre Pfeffer était le premier président. Et puis un jour, il vient me voir à l'UNESCO. J'étais déjà à l'UNESCO. Il dit, mais président, moi je crois que vous devez prendre la relève. Moi je suis déjà vieux, prends ça. Alors j'ai été voté par les collègues comme président du RAPAC pour remplacer professeur Pierre Pfeffer jusqu'en 2013 quand j'étais à l'UNESCO. Je ne pouvais pas combiner les deux activités internationales. Et vous pensez que le programme ECOFAC a pu conforter justement le fonctionnement de ce réseau qui, on va le déplorer aujourd'hui et j'attendrai également votre réaction dessus, est endormi. D'accord. Oui, non, c'était une belle idée. Hein. Il y a eu une étude, un audit qui est venu évaluer le RAPAC. Et la première phase de l'auditeur, je crois que c'était, j'ai oublié son nom, c'est le consultant. RAPAC, c'était une belle idée en Afrique centrale, parce qu'il n'y avait pas de réseau entre les choses. Parce que RAPAC a amorcé une dynamique de partage de l'information. Et aussi des systèmes des agences des aires protégées. C'est comme ça que l'ANPN, l'Agence des parcs nationaux du Gabon, a été créée. Au Congo, en République du Congo, c'est l'Office des aires protégées, de gestion des aires protégées de la faune. Et au Tchad, votre serviteur a été, au cours d'une mission de consultation 11e FED, aider le Tchad à élaborer sa politique nationale de l'environnement. On l'a fait. Là, ça a été validé. Il y a eu des experts qui sont venus des provinces, un grand atelier. Et dans la politique nationale de l'environnement, le Tchad aussi veut aller vers la création d'une agence. Tu vois, le RAPAC a aussi dynamisé l'étude des législations nationales pour voir, chaque pays a ses spécificités, mais il y a des concordances où on peut au niveau régional travailler ensemble. Donc c'était un très bon programme de RAPAC. Et après moi, l'ambassadeur Anatolion Ndomba, ambassadeur du Guinée équatoriale aux Nations Unies, a pris la relève.
Et justement, en revenant justement dans... nous sommes 30 ans et ce projet ECOFAC prend fin après sa 6e phase. Alors, je regarde Expert, vous avez été au début, vous êtes à la fin. Quelle est la plus-value? Quels sont les bénéfices à votre avis? Et on parlera maintenant de la mutualisation avec des autres organisations qui sont venues dans le domaine de la conservation bien après. Donc, quel est à votre avis, 30 ans après, ce qu'on peut, ou vous faites comme analyse, oui. Moi, je vois 4 grands piliers thématiques. Le pilier numéro 1, l'appui aux aires protégées. Le pilier numéro 2, développement des activités intégrant les populations locales à la gestion des aires protégées, ce qui n'était pas auparavant. Les parcs nationaux, c'était le manu militari, vous n'entrez pas. Pilier numéro 3, le renforcement des capacités. Le capital humain, ça c'est un pilier basique. Et pilier numéro 4, c'est la communication, la visibilité du programme. En matière des aires protégées, l'ECOFAC a augmenté le nombre des aires protégées par rapport aux objectifs de Haïti jusqu'à 42%. 320 000 km² d'aires protégées qui ont été créées ou qui existaient déjà et d'autres qui se sont ajoutées. La visibilité internationale. Il y avait des réserves de biosphère, des sites du patrimoine mondial, mais avec ECOFAC, de nouveaux sites du patrimoine mondial ont vu le jour, comme la Lopé par exemple, qui est un site mixte, site du patrimoine mondial naturel et culturel. Ça c'est ECOFAC. Tu as le Sénaoura au Tchad. Il y a plusieurs sites qui ont été créés, donc l'augmentation du nombre des aires protégées qui remplissent les critères d'Haïti a augmenté. Et des pays comme Sao Tomé, vous avez suivi Sao Tomé, petit pays, mais il y a 34% d'aires protégées. En RDC, le PDG vient de donner l'information, c'est 15%. Bon, c'est un grand pays, mais c'est quand même un effort considérable. Et ils ont même une première réserve de biosphère, l'île de Principe. Donc, tu vois, tout ceci montre qu'au niveau international, ce ne sont pas des labels comme ça pour avoir, mais c'est des labels qui donnent du poids à la conservation des ressources naturelles et aussi qui attirent les bailleurs de fonds. Parce que les bailleurs de fonds, ils voient, ah tiens, ce sont des sites qui sont reconnus par l'UNESCO au niveau du patrimoine mondial ou de l'UNESCO. Donc, il y a là matière à investissement. C'est comme ça que tu vois aussi que ECOFAC a pu entraîner, multiplier des collaborations avec l'UNF, United Nations Foundation, pour créer le COFI, le Central Africa World Forest Initiative, avec CARPE et d'autres partenaires, n'est-ce pas, de développement. Je prends votre regard d'expert et le regard projeté sur le bénéfice des populations. Il est certes relativement observable qu'il y a une multiplicité des aires protégées autour forcément des communautés rurales et qui forcément engendre ce qu'on peut appeler une restriction d'action pour les communautés vivantes. Mais pensez-vous justement, je vous utilise le terme africain communément appelé doyen, que ces modèles ce modèle de gouvernance permet ou bien bénéficie justement aux communautés si on s'en tient à ce que nous observons de plus en plus, nous observons des conflits entre les gestionnaires autour des parcs et justement les communautés en termes... Oui, moi je crois qu'il faut prendre les choses au cas par cas et faire l'évaluation. Si on prend le cas par exemple du parc de Virunga, le nouveau
partenariats lancés par l'Union européenne avec la CEAC, le PPP, partenariat public-privé, et beaucoup de choses ont été apportées et ont soulagé le travail des agences nationales de conservation, qui souvent ont des moyens limités. Ils apportent des moyens, par exemple au cas de Virunga, qui est un cas important, Dr Emeraude a pu, dans le cadre d'Alliance Virunga, trouver des financements privés, hein, à Barfet de Rez Mémoire, qui a financé le barrage des Rutshuru, 12 millions de dollars. Et ce barrage, aujourd'hui, génère des activités semi-industrielles, hein, la création de savonneries, hein, pour donner l'occasion aux femmes d'avoir des savons pour la lessive et tout, et l'électricité depuis Rutshuru jusqu'à Goma. Le barrage de Matebe à Rutshuru. Je crois même le chef de délégation de l'Union européenne à l'époque, il avait le bras cassé, tombé dans la salle de bain, mais il a dit je vais inaugurer, il est parti inaugurer le barrage de Matebe parce que c'était très important. Il y a d'autres barrages dans le nord aussi. Bon, alors, mais il faut voir aussi ça de façon que, il faut comptabiliser aussi les emplois qui sont créés. Les emplois au niveau de recrutement de gardes. Maintenant, les conservateurs et les chefs des agences de voyage tiennent compte beaucoup dans le recrutement en favorisant les jeunes des anciens gardes. Moi, j'étais à la Garamba, j'ai vu les petits qui ah, PDG, il est maintenant garde, commandant dans le parc. Et ça aussi, c'est une contribution en vue d'améliorer les conditions de vie des populations. C'est plusieurs institutions qui doivent agir ainsi pour faire le meilleur. Votre serviteur, quand j'étais PDG de l'IZCN, alors j'ai lancé l'écotourisme au gorille, avec Conrad là. J'ai été le chercher à Nairobi. Et les touristes venaient nombreux. Et les recettes touristiques, j'avais instauré le système de paiement des recettes touristiques en dollars par les étrangers non résidents. Et ça donnait beaucoup de recettes. Et au conseil d'administration, on a dit, on va financer les salaires des gardes qui sont payés par l'État, mais l'Institut va donner des primes d'encouragement de 10% sur les recettes réalisées aux gardes qui font le travail de surveillance des gorilles et 5% de 10% aux comptables qui font le travail de saisir les recettes. Parce que le gouverneur de la Banque du Zaïre avait dit l'Institut zaïrois pour la consommation ne peut pas avoir l'appareil détecteur de faux monnaies parce que vous n'êtes pas une assurance, vous n'êtes pas une banque. Alors comment est-ce que moi j'allais retrouver les gens qui amènent des faux dollars? Alors on a fait un système d'enregistrement. Vous venez, vous êtes un Américain, vous payez, c'était 40 $ à l'époque que j'étais PDG. Au Rwanda, c'était 60 $. Maintenant, j'apprends qu'au Rwanda, ils sont à 400 $ par personne. Moi, quand je suis parti à l'UNESCO, j'ai laissé à 80 $ permis de vie par personne. Alors, vous venez, par exemple, voilà, vous êtes Américain, vous payez 80 $ en billets de 1 $, 1 $, 1 $. Les dollars, c'est combien? 16 chiffres. Le comptable doit noter Raoul, américain, a eu son visa à New York, visa numéro tel, a payé 80 $, billet $1, numéro comme ça, 2, 1, et voilà. Il fait en 3 copies. Une copie reste à la station, à la Banque du Zaïre à Goma. Une copie va à la Banque du Zaïre, à la Banque commerciale zaïroise à Kinshasa. Une copie reste dans nos caisses. Et lors des contrôles, on peut vérifier que les fonds sont rentrés en banque. Et c'est ça que ça avait permis de pouvoir encourager les gardes. Mais il faut trouver des mécanismes, il faut avoir l'intuition et les mécanismes de gestion de façon à améliorer les conditions. Alors maintenant, l'autre thématique dont j'ai parlé, c'est le renforcement des capacités. Et là, l'UNESCO, avec ses partenaires, le PNUD, le bailleur de fonds Union européenne, a lancé les RAIF, École régionale d'aménagement et de gestion intégrée des forêts tropicales. Vous avez vu le professeur Baudouin-Michel qui a présenté cette école. À ce jour, l'école fait 23 ans qu'elle existe. Elle a formé 365 apprenants, Master 2, 28, disons une trentaine de docteurs en sciences, de différentes disciplines, qui sont rentrés chez eux, hein, sont rentrés dans leurs pays respectifs, comme disait le professeur Baudouin-Michel. Donc on peut dire en quelque sorte que l'Union européenne et ses partenaires ont contribué à la lutte contre la brain drain
La lutte contre la fuite des cerveaux. Vous avez entendu le professeur Baudouin-Michel a dit, si vous les envoyez au Canada, en Europe, sur 100 étudiants envoyés, 5 reviennent. Les autres, ils restent là-bas. Bon, mais ici, s'ils viennent à l'ERAIF à Kinshasa, après, ils retournent tous dans leur pays et ça n'a pas eu le temps de montrer ça. Si vous voyez la liste des étudiants formés à l'ERAIF, ici dans la salle, il y a le secrétaire général Toyirambe, c'est l'ancien de l'ERAIF, secrétaire général. Docteur Batalou au Congo, ils sont dans les postes ministériels, ils sont dans les ONG, ils sont dans le secteur privé parce qu'ils ont reçu une information spéciale, formation basée sur l'approche systémique, l'approche holistique. Mais M. Samy Mankoto, avant de chuter, il y a également un des aspects des choses que votre expérience devrait permettre peut-être d'orienter des décideurs sur le modèle de gouvernance et de choix, c'est la multiplicité de financements à travers la multiplicité d'organisations qui arrivent dans le bassin du Congo et qui apportent des financements autour des parcs. Vous avez souvent 2 à 3 organisations qui se défendent de financer des projets autour du même parc et autour de ça, avec des sommes souvent astronomiques annoncées, dont les communautés ne se reconnaissent très souvent pas autour. Alors, je pense en votre temps, il n'y avait pas autant d'organisations qui tapaient aux portes, car si je devrais prendre l'ICCN, pour ne citer que ça, et voir sur le plan public ce qu'elle reçoit auprès des partenaires, à un moment, pensez-vous que de façon structurelle, les gouvernants arrivent à mieux canaliser ou qu'il y a de la fuite autour de toutes ces politiques? Bon, je crois que les partenariats public-privé, il y a des pays qui sont un peu réticents et d'autres qui pensent que c'est un coup de pouce aux administrations nationales. À mon avis, c'est comme a fait le Tchad, il faut couler ça sous forme d'arrangements légaux. Ce n'est pas de loi au niveau du Parlement sur les partenariats public-privé pour canaliser les méthodologies de financement et des contrôles des flux financiers et s'assurer que l'argent va effectivement sur le terrain. Moi, je pense que c'est au niveau normatif qu'il faut avoir des instruments qui permettent de bien canaliser la gestion des fonds extérieurs qui arrivent. Et justement, pour chuter, je vous en prie. ECOFAC, 30 ans après s'achève, des initiatives annoncées. Alors, de votre regard d'expert, je suppose que vous prenez bientôt, soit vous êtes déjà en retraite, et que vous... Comment est-ce que vous estimez que vous partez vous reposer étant satisfait de ce que devient le monde de la conservation dans votre pays ainsi qu'en Afrique centrale de façon globale? Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Moi, je suis d'avis avec Tintin et Hergé. Vous connaissez Tintin et Hergé? Tintin et Hergé disent jeune, ça veut dire 7 à 77 ans. Alors, votre serviteur n'a pas encore 77 ans, donc je m'investis dans la formation des formateurs. Parce que c'est important de transmettre les bagages, parce que moi j'ai aussi le bagage des aînés. Je vous ai dit au début, j'ai commencé comme jeune chercheur, comme ça, à prendre des photos, clac, clac, sous Delvin. Delvin, maintenant, est grand professeur à Jean Blou. Bon, il a pris sa retraite, mais c'est un grand professeur à Jean Blou qui a formé beaucoup d'Africains, dont moi. Alors je crois que je vais continuer encore, tant que le Seigneur me prête vie, à aider à la formation des jeunes en participant à des réunions, en faisant des missions et en tenant des ateliers comme modérateur. Il y a beaucoup de formules dans le cadre de la consultation internationale. Ben oui, parce qu'effectivement, vous avez à donner et nous avons également le plaisir justement de saisir ces opportunités pour conserver ces connaissances, ces mémoires pour les générations futures. Merci. Merci beaucoup, Raoul. Merci beaucoup.